problème, c'est qu'encore une fois, il y a omettre quelque chose, minimiser, et puis il y a mentir. Bruno Retailleau, encore lui, il parlait des avantages de la colonisation. Et ça, c'est un procédé rhétorique assez connu où tu fais semblant que parce que quelque chose a eu lieu d'une certaine manière, ne pouvait pas avoir lieu d'une autre manière. Ils disent la colonisation a apporté des routes, a apporté des écoles, a apporté tout ça. Et c'est pas faux, hein. Mais qui dit qu'on n'aurait pas pu apporter des routes et des écoles sans la colonisation? Bienvenue à toutes et à tous. Sur cette chaîne qui s'appelle Limites, on est là pour essayer de vous aider à mieux comprendre les limites planétaires, les limites aussi des ressources, et puis les fameuses limites humaines. Et notre cerveau est quand même central dans les limites humaines. Alors c'est un terme assez large qu'on va creuser ensemble aujourd'hui, vous allez voir de quoi il en retourne. Avant ça, merci à vous d'être là, de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous rappelle, vous pouvez bien sûr vous abonner, commenter, c'est très bon pour l'algorithme et comme nous vivons en algocratie, vous savez que c'est le nerf de la guerre et pour les sujets qu'on aborde, vous savez combien c'est méga important. Et puis pour les personnes qui se disent vraiment, alors j'ai envie qu'ils puissent continuer à faire ça le plus longtemps possible, il y a le Tipeee. Et toute aide sur le Tipeee, vraiment, fondamentalement, est la bienvenue parce que vous êtes littéralement les actionnaires, j'ai envie de dire, la force opposée à la contre-révolution, aux médias des milliardaires qui veulent faire croire tout et n'importe quoi et sur tout ce qui les arrange à eux. Donc merci d'être les coproducteurs, surtout de Limites, le Tipeee, les liens sont bien sûr juste en dessous en description. J'ai l'immense honneur de recevoir pour la deuxième fois Albert Moukébert qui est ici. Comment tu vas, Albert? Ça va et toi? Je suis ravi de te retrouver, merci d'être là. Merci de me recevoir. Je passe toujours des bons moments, j'apprends beaucoup sur moi. Et le but justement, c'est de permettre à chaque personne d'apprendre plus sur elle. Parce que j'ai l'impression qu'on a manqué dans notre société de compréhension de nos émotions, de qui on est. Et on est venu un peu avec des discours tout faits pour dire, ah ben voilà, vous pensez comme ça parce que comme ça. Et toi, tu permets vraiment d'aller en profondeur. Tu as fait plusieurs ouvrages, comment votre cerveau vous joue des tours. Et aujourd'hui, on t'a vu dans quel monde on est. Je fais un petit topo vite fait d'un point de vue physique et géopolitique. Ça se polarise entre êtres humains. Les ressources sont littéralement en train de s'effondrer, ce qui nous amène à chercher, nous, humanité, des capacités de trouver d'autres nouvelles ressources. On déforeste davantage, la biodiversité, on la pète. Bref, on sent qu'on est à une époque charnière où on ne sait plus en quoi croire, tout et n'importe quoi advient et des politiques se mettent au pouvoir sur des bullshit, sur des conneries, sur des choses qui sont grosses comme des montagnes et ça nous fait plaisir d'y croire. Moi, je voudrais un peu ton diagnostic aujourd'hui, Albert. Quand tu regardes le monde à travers tes lunettes, qu'est-ce que tu constates aujourd'hui? Plusieurs choses. La première, c'est que ce qu'on est en train de décrire, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est-à-dire, chaque époque, en fait, tout le monde a envie de se sentir spécial. Et je pense que c'est tellement commun que c'est assez banal au final comme sentiment, de se sentir spécial, parce que tout le monde l'a, quelque part. Et ça s'applique aux individus, mais ça s'applique aussi souvent aux époques. Et je pense parce qu'on a eu une sorte en tout cas dans le monde occidental, on va dire, de paix relative depuis plus de 70-80 ans maintenant, avec une prospérité relativement relative, une prise en compte des opinions de tout le monde dans un système démocratique, etc. Je pense qu'on a pris ça pour acquis. On se dit, ok, c'est ça le système par défaut maintenant et ça va le rester. Un peu comme si l'histoire, c'est une sorte de ligne droite. On est passé de, je sais pas, l'Antiquité où on était, je sais pas, des chasseurs-cueilleurs qui faisaient n'importe quoi, même avant l'Antiquité. Puis on s'est sédentarisé. Puis l'Antiquité, il y avait, je sais pas, j'invente, mais c'est juste pour la caricature, genre l'Empire romain et des esclaves, puis des sortes de monarchies, puis des machins. Et petit à petit, on devenait de plus en plus collectif et on est arrivé un peu au Saint Graal de la démocratie où tout le monde décide, il n'y a plus de tyrans, il n'y a plus de rois, il n'y a plus de machins. On a des impôts, on se partage les ressources, on mutualise la santé. Et on s'est dit, ok, en fait, c'est le endgame un peu. Il faut qu'on pousse encore vers cette direction. Et on a oublié que plein de civilisations ont aussi pensé qu'ils étaient arrivés au sommet du développement et après sont effondrés. Et je trouve que c'est assez dangereux de prendre pour acquis des choses qu'on a acquis il n'y a vraiment pas longtemps, même pas 3-4 générations. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'on est spécial alors qu'on ne l'est pas et on n'est jamais à l'abri que nos modes de vie disparaissent comme tant d'autres modes de vie ont disparu au cours de l'histoire.
La deuxième, c'est l'hyperconnectivité des humains. Ça, c'est par exemple un vrai truc nouveau, de pouvoir savoir quasiment en temps réel tout ce qui se passe quasiment partout sur le globe, si on le veut. Parce qu'il y a des informations qui m'arrivent, mais je peux maintenant aller taper les nouvelles de, je sais pas, Gettysburg aux États-Unis, et je vais tomber sur le site de la Gazette et savoir qu'est-ce qui se passe, ou un village au Chili, ou je sais pas où. Ça, c'est quelque chose qui est très différent, cette hyperconnectivité de l'espèce. Je pense qu'on est maintenant à 3 ou 4 milliards connectés à Internet, presque plus de la moitié de l'humanité est connectée à Internet, ce qui est un peu dingue. Mais ça aussi, ça fait qu'il y a une sorte de supermarché de la rationalisation, comme le prénomme, je ne sais plus quel chercheur que je cite dans Neuromania, j'ai oublié son nom, où du coup chacun peut un peu créer sa propre réalité. Et donc ça crée ces problématiques de polarisation, qui ont toujours existé, je pense, mais c'est juste que maintenant c'est beaucoup plus présent, parce que on peut beaucoup plus facilement se mettre en contact pour créer ces mini-groupes sociaux, surtout et n'importe quoi, et donc chacun peut trouver l'information qui l'arrange dans sa propre rationalisation. Alors, quand tu parles justement de sa propre rationalisation, moi je me dis toujours, l'être humain était capable de croire en des choses, on croit à la croissance, on croit au néolibéralisme, tout comme on peut croire à la décroissance, on peut croire à plein de choses, et que dans l'humanité, en fait, on a cru à des discours qui ont ostracisé d'autres groupes humains, qui ont fait en sorte de cibler un ennemi, qui ont trouvé des boucs émissaires et qui ont marché. Et là, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on se retrouve, que ce soit la doctrine de Poutine, et je ne sais pas quel effet elle a sur les Russes, mais la doctrine de, attention, les Européens, c'est la décadence, les Européens avec leur truc LGBTQIA+, c'est du n'importe quoi, et c'est des nazis. Parce qu'on lui fait croire qu'en Europe, et notamment en Ukraine, on est des nazis. Et je ne sais pas quel impact ça a sur le public, mais tout comme nous aussi, on nous prête des choses dans d'autres pays, on nous prête des intentions, je dis nous en tant que citoyens européens, mais tout comme nous avons un peu la même vision. Ouais, mais les Arabes, ils font des trucs avec des chèvres, enfin c'est des trucs que tu vois sur les réseaux, c'est effroyable. C'est une religion archaïque qui imagine des personnes en train de faire du n'importe quoi. Et que ça devient un discours national. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est de plus en plus là-dedans. Comment est-ce que tu expliques ces opérations-là? Et est-ce que tu penses qu'on est capable, parce que j'ai l'impression qu'on voit émerger le pire de l'humanité dans certains endroits, certaines zones du globe, conflictuelles, qui fait qu'on a réussi à déshumaniser des groupes qui permet de justifier la mort d'enfants? Alors, je ne vais pas me lancer dans une analyse géopolitique, même si j'ai mes opinions, mais c'est pas le but. Je vais essayer de me cantonner à mes champs de connaissances. Je vais essayer, parfois j'en sors, mais j'essaye de le faire aussi peu que possible. Souvent, pour pouvoir faire ces mécanismes que tu es en train de décrire, la première chose, c'est il faut de ne pas connaître, de l'incertitude, un manque de connaissances. Il faut que les Russes qui écoutent Poutine ne connaissent pas les Ukrainiens dont Poutine est en train de parler, pour pouvoir proposer une hypothèse qui les définit. Si moi, je connais quelque chose, tu vas avoir beaucoup plus de mal de venir m'embourber dessus. C'est pour ça que on peut embourber les gens, je ne sais pas, sur un truc comme les OGM, le nucléaire, etc., parce que c'est des sujets assez techniques, mais il n'y a personne qui est en train d'embourber les gens sur les lunettes. Il n'y a personne qui est en train d'embourber les gens sur les plâtres si tu te casses le bras. Tout le monde va et il se fait plâtrer. On le fait sur les vaccins parce que c'est plus complexe, c'est plus incertain. On appelle ça de l'ambiguïté. C'est plus ambigu. Donc la première chose, c'est de l'ambiguïté. Et l'ambiguïté est très facile à créer parce qu'il y a tellement de sujets que je ne peux pas tout maîtriser. Et donc c'est assez facile de créer des signaux qui viennent lever l'ambiguïté sur des sujets que je ne maîtrise pas. Et si je ne le maîtrise pas, je ne peux pas savoir qu'on est en train de m'embourber. Si toi tu viens et tu me dis, chez nous en Belgique, dans je ne sais pas quel village, tous les matins, on se réunit à la place du village et on croque dans une même pomme pour montrer qu'on fait partie du même village, je vais dire ok, je ne connais pas ton village. Tu es en train de donner accès à une information à laquelle je n'ai pas accès, donc je vais dire oui. Si en plus tu me dis que cette information est très importante pour ma survie, tu vas avoir mon attention. Tu vas me dire, en fait, si tu te laisses faire, en fait, ce petit village, je sais plus, j'invente, c'est n'importe quoi mon exemple, c'est pas grave, il a plus de pommes et il veut venir piquer tes pommes.
Et pour moi, mes pommes sont hyper importantes. Dire, oula, dans le doute, il vaut mieux que je sois méfiant, et au pire je me trompe, genre j'ai rien à foutre de ton village, donc... J'aurais eu le principe de précaution. Voilà, exactement. Mieux que de me dire, oula, peut-être que Vince est en train de me mentir, je vais prendre le risque de me faire bouffer mes pommes sur un truc que je connais pas. Donc c'est vraiment tout un tout. Et puis il y a les conditions des gens, c'est-à-dire il y a un écart de richesse énorme qui se creuse. Parce qu'on est connecté à tout le monde, on sent qu'il y a une sorte de déclassement. Genre, j'ai vu aux États-Unis il y a 15 ans, tu pouvais acheter un appart avec 2 ans de salaire. Et là, pour acheter un appart, c'est genre, je sais pas, 20 ans de salaire et bonne chance si tu y arrives. Donc, il y a une sorte... Donc, il faut aussi expliquer ça. C'est la responsabilité de qui ? De la classe politique. La classe politique ne va pas dire, bah oui, je sais pas, j'ai fait passer des lois pour privilégier les milliardaires et vous niquer tous. Ils vont dire, bah c'est la faute aux Chinois, c'est la faute aux Russes, c'est la faute au machin, c'est la faute au machin, c'est la faute au machin. Et donc, si en plus tu peux faire en sorte que tu prennes un sujet où il y a quelques éléments d'un groupe qui ont fait des conneries ici, qui ont fait des conneries par là, ben, tu crées ce qu'on appelle ces biais d'endogroupe et d'exogroupe. Mon groupe, c'est les gentils, l'autre groupe, c'est les méchants, et ça devient de plus en plus facile, par une sorte de glissement, de justifier des choses qui seraient complètement inacceptables si j'avais commencé à l'étape 1, en te disant, j'en ai à l'étape 0, et je te dis, ben, en fait, je sais pas, si on prend la situation à Gaza, s'il y a 2 ans, quelqu'un avait dit, bah en fait, ce qu'Israël va faire, c'est qu'elle va complètement raser la bande de Gaza, de tout le monde quasiment, et après elle va déplacer tout le monde, elle va faire un deal avec les États-Unis pour envoyer les Palestiniens en Algérie et les virer. Elle va utiliser la famine comme arme de guerre, elle va tirer des balles dans la tête des enfants, etc., parce qu'ils ont subi une attaque terroriste horrible. Tu vas me dire, mais ça va pas à la tête. Non, évidemment que je suis pas d'accord avec ça. Le fait que ça s'installe petit à petit, qu'au début, ils inventent qu'il y a eu des bébés dans des fours, qu'il y a eu des enfants décapités, alors que l'attaque du 7 octobre est déjà assez horrible sans avoir besoin de rajouter des choses, que tu as des relais qui vont dire bah, il faut un soutien inconditionnel, machin, bah, ça devient plus difficile de faire marche arrière quand l'horreur devient innommable, et tu vas te protéger derrière des rationalisations du genre bah, la guerre c'est moche, qu'est-ce que vous voulez, le Hamas va détruire Israël, alors que clairement il n'y a aucun danger existentiel sur Israël, personne ne peut, c'est les plus forts et de loin. Ils ont l'énergie et la puissance. Ils ont l'énergie, la puissance militaire, la puissance financière, les gens qui pensent que des Palestiniens peuvent vraiment être un danger pour l'existence d'Israël, c'est une sorte de délire. Il y a un seul pays qui n'ont aucune énergie, qui n'ont rien. Il y a un pays qui est en train d'être rasé de la carte et c'est la Palestine. Et d'ailleurs, la désimmunisation, ils vont dire bah non, en fait, la Palestine n'existe pas. C'est une sorte d'invention, machin. Mais comment t'expliques justement toutes ces justifications ? On ne connaît pas, donc on va dire tous les Arabes. Moi, le nombre de personnes avec qui je débat, il se trouve que je suis arabe, donc le nombre de personnes avec qui je débat qui vont me dire bah, pourquoi les autres pays arabes ne les prennent pas. Ça, c'est par exemple, c'est un découpage. C'est comme si je dis, bah, en fait, je sais pas, on va prendre l'Italie et que les autres pays européens les prennent, c'est des Européens. Donc les Italiens, les Français, les Espagnols... C'est la même culture, genre. C'est les mêmes personnes. Donc voilà, pourquoi est-ce que l'Égypte n'ouvre pas sa frontière ? Bah, l'Égypte ouvre sa frontière, après on fait quoi ? Les Palestiniens vont vivre en Égypte, c'est pas leur pays. C'est juste pas leur pays. C'est un peu absurde. Et donc il y a des sortes d'inversions comme ça. Et vu que je ne connais pas, ben, je vais me caler sur des choses que je connais. Je sais que les Juifs, les nazis ont essayé de les exterminer. C'est ça mon histoire, si je suis occidental, en tout cas européen, avec les Juifs. Et donc j'ai déjà une sorte de sentiment qui m'anime et qui est très bien de vouloir défendre les Juifs, parce que la Shoah, c'est un des plus grands crimes, je pense, de l'humanité. Ça crée cette sorte de cocktail. Et là, on parle si tout le monde est de bonne foi. Et à ça, tu dois rajouter une surcouche de gens qui sont pas de bonne foi, pour des raisons politiques, pour des raisons stratégiques, pour des raisons, etc. Le Hamas n'est pas de bonne foi. Le Qatar n'est pas de bonne foi. Netanyahou n'est pas de bonne foi. Trump n'est pas de bonne foi. Et donc, quand tu rajoutes à ça ces couches-là, les gens qui sont de bonne foi vont être poussés à devoir choisir un camp, et les faits deviennent inimportants. Ce qui devient important, c'est la subsistance du groupe. Et on crée des sortes de groupes, et encore une fois, c'est une question de découpage du groupe, parce qu'on peut très bien
découper les groupes en disant que pourquoi est-ce qu'on découpe, je sais pas, les Européens et les Américains? On peut découper en disant les Occidentaux. On peut découper en disant les Juifs et les Arabes, mais on peut aussi découper en disant les Levantins. Et tout d'un coup, en fait, tous ces pays font partie d'une même région géographique. On peut découper différemment des choses. On peut découper au sein de Gaza le Hamas et le reste des Palestiniens. Mais il y a un ministre israélien qui va dire qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza. Ils sont tous complices. Oui. Alors même que là, hier, il y avait des manifs contre le Hamas à Gaza. Mais ça n'arrange pas le découpage. Et donc, c'est la manière dont on découpe, active ces groupes sociaux. Et dès qu'on découpe, on a 3 mécanismes qui se succèdent. On va s'identifier à un groupe. On va comparer. Et souvent, on va classifier. Donc, je découpe, je m'identifie, je compare. Sauf que je peux découper de plein de manières. Je peux découper homme-femme, je peux découper parisien et droitier-gaucher. Droite-gauche, français-belge, européen, reste du monde. Là, par exemple, un découpage assez intéressant qui a eu lieu récemment, c'est quand Trump est devenu président de la République, il y a une ligne de crête qui s'est créée entre les Européens et les Américains, alors qu'il n'y a même pas, je sais pas, c'est quand Sarkozy est re-rentré dans l'alliance transatlantique, il disait, nous et les Américains, c'est un peu un. Parce que c'était Obama, et donc il considérait qu'Obama faisait partie de ce découpage, on va dire, d'opinion politique. Donc tout commence par ces découpages, qui les décide, comment est-ce qu'on les crée, et après, qui est de bonne foi, qui est de mauvaise foi, qui est en train de faire quoi. Et comment ça fait que ça résonne autant chez nous? Qu'est-ce qui se passe qu'à partir du moment où... On en parle tout le temps. Ah, c'est juste ça. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de parler je sais pas, le Darfour, il y a eu des tonnes de massacres au Darfour, pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas? Parce que il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui est proche de moi? Est-ce que ça me parle? Est-ce que je sens qu'il y a de l'impact dessus? Est-ce qu'on en parle dans l'espace médiatique? Je sais pas, si on prend l'exemple, par exemple, de la burqa. Oui. Si mes souvenirs sont bons, et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me corriger si mes souvenirs sont pas bons, mais quand Sarkozy était président de la République, je pense qu'il y avait sur le territoire français 400 ou 450 femmes en burqa. Et sur 60 millions. Sur 60 millions. Et il décide de faire une sorte de consultation nationale sur la burqa. Les médias commencent à en parler H24. Ça devient le gros sujet. Et on continue jusqu'à maintenant. Depuis ce truc de Sarkozy jusqu'à maintenant. On est maintenant sur le voile dans le sport, sur le voile ici, sur le voile là-bas, machin. À la plage, tout. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ce truc, d'accorder autant d'importance de temps médiatique à ce sujet et pas à la malnutrition des enfants ou à la sédentarité des adultes? Justement, oui, pourquoi? Il y a des lignes éditoriales de gens qui décident. Certaines personnes, parce qu'elles ont été touchées personnellement. Je sais pas, moi, je connaissais Philippe Honoré, qui s'est fait tuer pendant les attentats sur Charlie Hebdo. Je vais être plus touché, et donc je vais me dire, il faut vraiment lutter. L'islamisme, c'est le truc le plus important, il faut vraiment que je lutte contre. Il y a d'autres personnes pour qui ça les arrange, parce que ça détourne, pas divert, je vais dire un mot en anglais, ça va détourner l'attention d'autres sujets qui peut-être, ça ne m'arrange pas d'en parler. Ça ne m'arrange pas peut-être de parler des problèmes d'alimentation, parce que peut-être j'ai des motivations dans ce secteur, et donc ça m'arrange bien de parler d'autres choses. Parce qu'il faut expliquer le monde. On est une espèce qui est en compétition sur qui va expliquer le monde. C'est plus simple d'aller dire, en fait, c'est les musulmans, et je ne suis pas musulman, donc ça me sort du groupe, que de me dire, en fait, c'est multisystémique, il y a une grande part de la responsabilité qui est la mienne. Je vais la sortir. Et encore une fois, toute cette question de découpage est centrale, parce qu'on dit que c'est les musulmans, mais en même temps, on vend un immeuble sur les Champs-Élysées pour l'ambassade du Qatar, qui sont aussi des musulmans arabes. On signe des deals avec l'Arabie Saoudite, alors que plus de la moitié, je pense, des attaques de terrorisme qui ont eu lieu dans le monde occidental sur les 20-30 dernières années, c'est des personnes qui ont été formées par les Saoudiens. Mais bizarrement, on trouve que les Saoudiens sont plus acceptables que par exemple les Palestiniens. Et là, on peut faire entrer un autre découpage, l'argent.
Les Palestiniens, ils n'ont pas de sous. Les Saoudiens, il y a des sous. Donc on a plus d'intérêt à aller vendre nos produits aux Saoudiens qu'aux Gazaouis qui, de toute façon, ils sont sous blocus depuis 2007, je pense, ou 2008 même. Donc c'est hyper complexe, il y a plein de facteurs. Ça devient trop complexe pour nous pour s'informer sur tout ça. On délègue, et souvent on délègue de manière assez tribale, j'ai envie de dire. Donc je ne sais pas si je suis quelqu'un d'une certaine sensibilité politique, je vais déléguer à, je ne sais pas, Franc-Tireur, Caroline Fourest et Raphaël Enthoven. Si je suis plutôt de gauche, je vais déléguer à, disons, à Mediapart. Si je suis plutôt de droite, je vais lire Le Figaro et dire « Ah ben vous voyez, Bruno Retailleau, il a pris la présidence des Républicains à 74%, ça montre qu'on est tous un groupe homogène, et on est d'accord, etc. » Et il y a cette diversification de sources où chacun peut quelque part trouver son compte. Et le grand perdant, ben, c'est justement ce socle commun de la réalité qu'on est supposé avoir. Parce que pour moi, la puissance d'un système démocratique, c'est pas un système pour fabriquer du consensus, c'est un système pour fabriquer des dissensus acceptables. C'est-à-dire, moi et toi, on n'est pas d'accord, mais on veut continuer à faire société ensemble, parce qu'on n'est pas d'accord sur comment traiter le réel, mais on est d'accord sur le réel en tant que tel. La diversification de ces marchés de la rationalisation, c'est un effritement du socle commun de réalité. C'est pas, on n'est plus d'accord sur comment traiter le réel, on n'est pas d'accord sur le réel en soi. C'est-à-dire, par exemple, si on revient sur Gaza, c'est un sujet qui est assez important aussi pour moi, donc j'en parle. C'est pas qu'on est d'accord que ce qui se passe à Gaza est inacceptable d'un point de vue moral et humain. Il y a des gens qui disent, en fait, les chiffres qui sortent de Gaza, c'est les chiffres du ministère de la Santé, donc c'est les chiffres du Hamas, donc c'est pas vrai. Il n'y a rien qui est en train de se passer. Raphaël Enthoven, il a écrit une tribune, il a dit, en fait, il n'y a pas de famine à Gaza. Il n'y a pas de famine. Alors il y a Médecins sans frontières, il y a Human Rights Watch, etc., etc., etc. Mais si quelqu'un dit il n'y a pas eu de bébé dans les fours le 7 octobre, on va venir dire c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de venir faire ça. Et alors, et s'il n'y a pas eu ça, est-ce que ça veut dire que l'attaque était pire? Et donc il y a aussi ce qu'on appelle une asymétrie cognitive, selon qui peut transmettre mieux. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Mais quand Benjamin Netanyahou il dit le 7 octobre c'est une attaque génocidaire, là, on n'est plus en train de chipoter sur la sémantique. Personne ne vient et lui dit bah non, c'est pas génocidaire du tout, c'est une attaque terroriste. Mais pourquoi cette sémantique n'est pas suffisamment remise en question? Parce que c'est une question aussi de moyens et de force de frappe. C'est-à-dire, Netanyahou a beaucoup plus de relais que les civils de Gaza. Le Hamas a beaucoup plus d'argent et de moyens que les civils du Gaza. Donc le Hamas peut aller envoyer un connard à la télé et dire bah nous, on va refaire des enfants. Si vous les tuez, on s'en fout, on va refaire des enfants. Mais si vous allez parler avec les parents, s'ils sont encore en vie, d'un enfant qui est mort à Gaza, lui, il n'est pas du tout content d'envoyer son enfant mourir. Il n'est pas du tout content que son enfant soit mort. Oui, surtout soit mort, quoi. Oui, voilà, mais on envoie des gens à la télé, je ne sais plus, c'était qui, une dame qui disait « Non, mais oui, les enfants à Gaza meurent, mais ce n'est pas du tout la même chose quand des enfants, le 7 octobre, sont morts en voyant un terroriste rentrer chez eux et mourir d'un coup sous une bombe. » Déjà, moi j'ai vécu en guerre civile, donc je sais c'est quoi être sous les bombes. Être sous les bombes, c'est pas on meurt d'un coup. C'est pendant des semaines, on entend des bruits, on entend des immeubles qui sont en train de s'effondrer autour de nous, on comprend rien, on ne sait pas si on va dormir, c'est une terreur infinie. Et c'est quoi cette manie de vouloir inviter quelqu'un à la télé? Là, tu me tombes sur moi sur un mauvais jour, je suis vraiment remonté avec ce qui se passe. Non, c'est très bien. De vouloir comparer une mort plus acceptable que d'autres d'enfants. Depuis quand? Et ça, c'est possible parce qu'il y a des rapports de force. Il y a des relais, il y a des gens qui ont plus de moyens que d'autres pour pouvoir promouvoir des lectures du réel ou des réels entièrement différents que d'autres. Caroline Fourest et Manuel Valls, ils ont tranquillou bilou, ils ont dit que le mot islamophobie a été inventé par les mollahs d'Iran en 1970, alors que le mot a été inventé en 1905, 1910, je ne sais plus c'est quoi l'année exacte, par un sociologue français. Et on ne garde pas en tête en se disant « Ah bah, ils ont menti sur ça, donc si ça se trouve, ils mentent sur le reste. » On fait une sorte d'amnésie et on passe à autre chose. C'est un effet, d'ailleurs, je pense que je vais en parler bientôt, qui s'appelle le Gell-Mann amnesia. C'est une sorte d'amnésie dans les cycles de news où quand tu t'y connais sur un sujet, tu lis un article, tu te dis « Mais en fait, c'est de la merde. » Et tu tournes la page dans le même journal, et là, sur un sujet que tu ne connais pas très bien, tu te dis « Putain, il est bien cet article. » Tu es amnésique sur le fait que cette personne, en fait, elle ne devrait pas être digne de confiance. Un Manuel Valls, il devrait être disqualifié. Complètement. Il a passé de gauche à droite, il est en Espagne, il a dit je ne reviendrai pas en France, maintenant c'est Barcelone mon truc, là. Il s'est pris une raclée, il est revenu ici, il est devenu chroniqueur télé, machin. Pourquoi on l'a... C'est ça, en fait, pourquoi est-ce qu'on donne encore du crédit
Parce que ça arrange les gens et parce qu'il y a une sorte de monopolisation des médias, en l'occurrence en France, principalement par Bolloré, qui a sa ligne politique et qui veut la promouvoir. Et je lui en veux pas. Des gens disent « Ah, Bolloré, c'est le diable, Bolloré ». Évidemment, si moi j'ai un empire de médias et de machin... Tu vas faire avancer tes idées. Ben, évidemment que je vais faire avancer mes idées. C'est pour ça que tu l'as acheté d'ailleurs. C'est pour ça que tu l'as acheté. Je ne vais pas aller dépenser 100 millions et 200 millions et 1 milliard et 2 milliards et 3 milliards pour après aller dire, bah, en fait, vous savez quoi, je viens d'acheter 4 télés et je vais promouvoir sur ces 4 télés une opinion contraire à la mienne. Évidemment que Bolloré va essayer de promouvoir l'interdiction de l'euthanasie, l'interdiction de la GPA, l'interdiction de la PMA, l'interdiction du mariage gay s'il le peut. Le mec, il est chrétien conservateur. Il va essayer de promouvoir la candidature de Zemmour, il va essayer de promouvoir des trucs comme Bardella s'il le peut aujourd'hui, comme machin. C'est normal. Mais quand on crée une société, on est supposé mettre des mécanismes qui empêchent qu'une personne, ou même qu'un groupe de personnes, ait autant d'influence. Et c'est là où on pêche. C'est pour ça que moi, quand on me parle des médias, j'étais membre du comité d'experts de l'ARCOM pour la lutte contre la désinformation. Et je leur disais, c'est pas des trucs qui se jouent à l'échelle de l'individu. Je peux pas attendre que des milliardaires aient la bonne volonté de vouloir promouvoir la pluralité des opinions. Non, on doit faire des trucs qui empêchent les monopoles, qui interdisent sur l'hygiène. Les hégémonies. L'hygiène de l'espace public. Et donc moi, à aucun moment, j'en veux à Bolloré. Je comprends si je me mets à sa place, avec ma connaissance sur l'appareillage cognitif humain, évidemment qu'il va faire ce qu'il est en train de faire. Par contre, une loi devrait l'empêcher de le faire. Une loi devrait dire que tu ne peux pas acheter Hachette et Editis et Canal+, et j'ai même plus en tête les relais dans les gares, les machins. En fait, personne ne devrait pouvoir faire ça. Et c'est là où notre responsabilité collective est en train de s'effriter, et c'est pour ça que j'ai commencé par... Je pense que ce qui nous rend un peu particulier, c'est de croire, et même pas particulier, je pense que la majorité des cultures qui se sont effondrées comme ça, en disant qu'on ne peut pas perdre les acquis qu'on a eus. Évidemment, en face, il y a la même chose. Les gens du Hamas vont essayer de faire semblant que tous les Israéliens veulent les buter, etc., alors que c'est pas vrai non plus. On va pas parler de l'autre côté, parce qu'en ce moment, il y a une population qui est en train de se faire éradiquer. Littéralement, mais si tu m'avais invité, je sais pas, le 15 octobre, je serais en train de dire c'est complètement de la folie aussi, ce que le Hamas a fait. C'est pas... Encore une fois, moi, je parle avec ma connaissance, mais sur ce sujet aussi, je parle avec mon vécu. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi au Liban, en guerre civile, j'ai été très actif, et je le reste, dans la société civile au Liban. J'ai fait des manifs, j'ai été tabassé par des gens du Hezbollah, j'ai été tabassé par le régime syrien, j'ai été bombardé par les Israéliens, etc. Donc, pour moi, tout le monde peut être, genre, ils peuvent tous être des connards. C'est pas genre, si le Hamas est un connard, donc Netanyahou est un good guy, ou si Netanyahou est un connard... C'est ça, mais on est dans un manichéisme aujourd'hui. Oui, bien sûr, tout fonctionne autour de ça. Tout le but, c'est la polarisation. Et cette polarisation, on a compris qu'il y a Bolloré très bien, il y a Sterrin aussi. Ouais. Donc il y a les milliardaires pour faire avancer leur agenda, de plus en plus Bernard avec le Figaro. Ouais. On voit que le Figaro tend vers un agenda politique de plus en plus clair. Il y a aussi cette volonté du maintien du système économique dans lequel on est, très extractiviste, très raciste. Bon, il se base sur une hiérarchisation des gens, avec des gens extrêmement opprimés en bas de l'échelle qui ramènent le cobalt, le coltan pour nos téléphones et ce genre de choses. Sans que quand il y a des éboulements, on en entende parler ici. Non, mais tu veux même pas savoir que sans les éboulements, tu veux pas savoir comment le cobalt est extrait. Non. C'est mis loin de toi. C'est ça. C'est déjà savoir qu'il y a des éboulements, tu as déjà fait une étape en plus que 90% des gens qui savent pas qu'il y a du cobalt. Et ceux qui savent qu'il y a du cobalt sont pas en train de demander comment c'est extrait. Il y a une chercheuse qui s'appelle Kate Crawford qui a publié un livre qui s'appelle The Atlas of AI. Elle était chercheuse sur l'intelligence artificielle chez Microsoft. Elle n'y est plus maintenant. En fait, son Atlas of AI, c'est vraiment le coût matériel et humain pour faire de l'intelligence artificielle. Tu lis le livre, et d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir, mais s'il sort avant septembre, je pense, elle a une super exposition au visuel, au jeu de paume, sur l'extractivisme de l'intelligence artificielle. Et donc tout ça va être mis de côté, mais là, on est encore dans de l'omission. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi dans le mensonge relayé, ou dans, je sais pas, Jean-Michel Apathy, qui n'est pas le mec le plus
à l'extrême gauche du monde, il dit en fait on a fait des horreurs comme ce qui a été fait par les nazis en Algérie. C'est un fait hyper documenté. Genre hyper documenté, il n'y a pas de... Il y a eu des camps... Mais il s'est fait remonter les bretelles. Oui, il s'était fait virer d'RTL. Il s'est fait suspendu, puis lui il a dit ok c'est pas normal, machin. Voilà. C'est... Alors qu'encore une fois, c'est pas un turbo-gauchiste Khmer vert, wokiste, transgenre. Non, bien sûr. Jean-Michel. Mais c'est parce qu'il a pas. En fait, c'est parce que justement, tu vois, la notion de croire, comprendre et savoir, c'est vraiment une question qui est importante. C'est parce qu'on croit que la chose la plus ignoble de toute l'histoire de l'humanité, et elle est ignoble, indéniablement, est le génocide. Qui a eu lieu donc forcément le génocide des Juifs, et que c'est, tu sais, une sorte d'hiérarchisation de la douleur, de l'horreur, et que ça a été rangé en tête par les films, par la littérature, par le traumatisme qui a été la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, Jean-Michel Apathy, il a parlé de ça en disant mais les gars, on a un peu fait le même processus, mais juste la colonisation. Je veux dire, il y a eu la rafle et on a envoyé des gens qu'on a déportés quelque part. Mais lorsqu'on ose parler de déportation pour la traite négrière, des gens qui ont été arrachés à leur terre, amenés dans des bateaux, dans des conditions ignobles, dès qu'ils étaient malades, on les jetait à la mer, tout ce que tu veux, et que ça a duré pendant 200, 300 ans, quoi, ça a été long. C'est une déportation, et là, non, vous pouvez pas comparer. Et c'est comme si, en fait, il y a cette hiérarchie, et qu'il y a des croyances qui se sont installées en mode, non, ceci est numéro 1 du seuil de douleur, du seuil de trauma, le reste est bien moins important. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on parle à peine de colonisation et des effets de la colonisation, parce qu'aujourd'hui on est toujours dans un monde colonisé, on est toujours dans cette continuité. Ceux qui regardent les mythes, on parle d'extractivisme, on parle d'asservissement des peuples, on parle de système économique, de croissance infinie dans un monde fini. Et donc je pense que les habitués de la chaîne ont très bien compris qu'on n'est pas sorti du colonialisme. On est dans sa continuité, dans sa transformation. Mais lorsqu'on vient dire, écoutez les gars, il y a eu des camps, il y a eu des massacres. Léopold II a tué 10 millions de Congolais. Ce sont les chiffres, en tout cas, du musée d'histoire de l'Afrique en Belgique. C'est plus que les Juifs. Et là, dès qu'on arrive avec ça, ouais, mais non, c'est passé, c'était il y a longtemps. Qu'est-ce que vous nous racontez? En fait, arrêtez de faire les victimes. Il y a ce déni. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Et ça, je voudrais vraiment le comprendre, pour que l'un soit rangé à l'intouchable et l'autre soit inexistant. Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est pas grave d'utiliser différents mots. C'est-à-dire, il faut pas faire le truc inverse et de hiérarchiser à l'envers en disant, bah, du coup, la traite négrière, c'est pire que la Shoah, etc. C'est des événements indépendants. Et je comprends pas pourquoi, de toute façon, on les lie. C'est des événements indépendants qui ont été faits par différentes personnes, à différentes époques, par différents moyens, pour différentes idéologies. Du coup, je comprends pas pourquoi on les lie. Les lier, c'est déjà douteux. C'est-à-dire, pour moi, quelqu'un qui vient et qui dit l'esclavagisme, c'est pire que la Shoah, et quelqu'un qui vient et qui dit la Shoah, c'est pire que l'esclavagisme, pour moi, il est en train d'essayer de m'embourber quelque part. Il n'y a aucune raison de lier ces deux événements ensemble. Genre, les Arméniens, ils ont vécu leur génocide, ils vont pas venir dire oui, mais nous, vous nous avez oubliés. Ça, c'est un. Donc déjà, c'est un peu étrange. Deux, je pense que c'est une question aussi de réparation. C'est-à-dire, en Europe, je pense que beaucoup de gens estiment avoir fait leur travail de réparation et leur devoir de mémoire pour la Shoah, avec des musées, avec une réhabilitation, avec etc., mais a beaucoup plus de mal à faire ce travail de réparation pour la colonisation, l'esclavagisme, etc. C'est-à-dire, on continue à avoir de l'antisémitisme en Europe, on continue à avoir du racisme en Europe, etc., mais, comme tu dis, l'extractivisme des pays anciennement colonisés continue assez activement aujourd'hui, mais, heureusement, on n'est plus en train de déporter des Juifs. On a de l'antisémitisme, et aussi on n'est plus en train de faire une traite négrière, évidemment, mais on continue l'exploitation. On continue à interférer massivement dans les enjeux. Je donne un exemple. Je peux parler de mon pays, je le connais, le Liban. On était 100 présidents de la République. Au Liban, n'importe quel Libanais sait que pour avoir un président de la République, il faut qu'il y ait des accords sur un nom de la part de l'ex-régime syrien, heureusement il n'est plus là, du régime iranien, des Français, des Américains, des Anglais. On n'a pas d'agentivité. Et ça continue donc. Il y a aussi ce travail de devoir le refaire.
de faire réparation, qui n'a pas été faite. Et le problème, c'est pas juste que la réparation n'est pas faite, le problème, c'est qu'encore une fois, il y a omettre quelque chose, minimiser, et puis il y a mentir. Il y a inventer des trucs. Bruno Retailleau, encore lui, il parlait des avantages de la colonisation. Sarkozy aussi parlait des avantages de la colonisation. Et ça, c'est un procédé rhétorique assez connu, où tu fais semblant que parce que quelque chose a eu lieu d'une certaine manière, il ne pouvait pas avoir lieu d'une autre manière. Donc j'explique. Ils disent la colonisation a apporté des routes, a apporté des écoles, a apporté tout ça. Et c'est pas faux, hein. Mais qui dit qu'on n'aurait pas pu apporter des routes et des écoles sans la colonisation? C'est-à-dire, je sais pas, Dubaï, ils ont aujourd'hui des routes et des écoles et des immeubles. Personne ne les a colonisés pour les avoir. On leur a transmis la connaissance, ils ont ramené des travailleurs, ils ont appris comment faire, ils les ont fait. On n'a pas colonisé la Pologne pour construire des routes et des immeubles, des hôpitaux là-bas. On n'a pas colonisé le Portugal pour qu'ils développent des routes. C'est-à-dire cette erreur de la cause unique en disant, en fait, sans la colonisation, ces pays ne se seront jamais développés, pourquoi tu ne peux pas les aider sans les coloniser? Le Japon n'a pas été colonisé. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas apporter ton savoir-faire et dire, vous savez quoi? C'est ce qui s'est passé au Japon. On a appris quelque chose de dingue, comment construire des routes et des immeubles. Et vous savez quoi? On va s'entraider pour le faire. Non, la colonisation a apporté l'éducation et les facs, mais vous auriez pu les apporter sans tuer des gens. Vous auriez pu apporter sans faire, comme disait Jean-Michel Apathy, 50 Oradour-sur-Glane en Algérie. Et ça, donc c'est au-delà de hiérarchiser, interdire, toucher, pas toucher. Moi, je suis très content qu'on n'a pas le droit de nier la Shoah. Je pense que c'est une bonne chose. Bien sûr. Mais je pense qu'on devrait étendre ça sur d'autres choses aussi. Et qu'il ne faudrait pas les lier ensemble. Mais le problème aujourd'hui, encore une fois, c'est pas juste qu'est-ce qu'on fait, c'est cette facilité de pouvoir mentir qui a toujours existé, mais sans conséquence. C'est-à-dire, Retailleau peut inventer son délire de « ah ouais, c'était top » ou parler de retour c'est comment il avait dit? J'avais fait un post sur Facebook à l'époque. Il dit les jeunes là de cité, quand ils font n'importe quoi, c'est un retour à leurs origines ethniques ou un truc comme ça. Genre, ils redeviennent des animaux comme leur vraie nature. Et il est tranquillou, il fait 74% pour gagner la direction de son parti. Caroline Fourest, qui toute la journée se prétend être rationaliste et basée sur les preuves, ment sur l'origine d'un mot. Elle ne fait même pas d'excuses. Raphaël Enthoven, qui toute la journée nous parle de l'horreur, de machin, et dit on n'est pas sûr, probablement il n'y a pas de famine, contre l'opinion de 100 000 organismes indépendants. Il n'y a pas de conséquences, mais quand quelqu'un, et c'est là aussi la hiérarchisation et les moyens, quand quelqu'un dit moi je ne crois pas à l'OMS et le vaccin contre la Covid c'est de la merde, on va dire c'est un complotiste. Pourquoi est-ce qu'on appelle lui complotiste et l'autre qui est en train de nier Amnesty, Oxfam, Médecins sans frontières, les Nations Unies, les médecins occidentaux qui sont allés sur place, les gens les observateurs qu'Israël ne laisse pas rentrer en jeu, machin, tout le monde nie eux, ils disent eux, ils mentent tous. Pourquoi lui on l'appelle pas complotiste? Pourquoi est-ce que Raphaël Enthoven n'est pas complotiste? Et pourquoi? Parce que qui décide? C'est des rapports de force. Et ça a toujours existé. C'est pour ça que j'ai commencé en disant je pense pas qu'on est particulièrement différents. La seule différence à laquelle je peux penser maintenant, et je suis sûr que peut-être il y en a d'autres, mais la seule différence à laquelle on peut penser maintenant, c'est que nous on fait semblant d'avoir une moralité supérieure. C'est-à-dire moi, si demain, je vais dire quelque chose qui va me foutre dans la merde, mais c'est pas grave. Moi, il y a un truc sur lequel je respecte Trump. C'est que Trump, il fait pas semblant. Il est venu, il a dit, on est les plus forts, et on va utiliser cette force. Si vous n'êtes pas content, on va vous écraser. C'est ce qu'a toujours fait les grandes nations avec beaucoup d'énergie. Sauf que sur les 30, 40, 50, 60 dernières années, on a installé un récit en Occident que nous, en fait, ce qui dirige nos actions, c'est la morale. Donc un Raphaël Enthoven, il ne va pas venir dire « moi, je vais défendre Israël parce que j'ai mes motivations personnelles pour le faire, et je vais mentir, et j'ai un journal, je suis rédacteur en chef d'un journal, et donc je peux mentir dans mes éditos, et vous ne pouvez rien faire, et j'en ai rien à foutre. » Non, il va dire, moi je suis le défenseur du rationalisme, de l'empathie, des valeurs humanistes, des machins, de son schéma de croyance. Il défend ses croyances. Parce que ça se trouve, il y croit en fait. Un personnage. C'est-à-dire les Américains, ils viennent et ils disent, nous, on est les défenseurs de la démocratie. Colin Powell, il invente des preuves d'armes de destruction massive. D'armes de destruction massive. Il montre une sorte de tube
probablement il n'y avait rien dedans, devant le Conseil de sécurité, il ment, il y a 0 conséquence. Alors qu'ils ont détruit un pays entier, avec 0 conséquence. Et donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans le reste du monde, pour des gens qui peut-être sont intéressés par ce qui se passe dans le reste du monde, c'est que c'est comme si les cartes sont maintenant sur la table. Le récit que l'Occident agit, que le moteur principal du fonctionnement c'est la morale, est en train de tomber à l'eau et on est en train de dire « Ok, maintenant c'est clair, en fait vous êtes en train juste d'utiliser la force, c'est juste qu'il se trouve que vous êtes les plus forts. » C'est ça, et c'est ce qu'on est en train de constater. Ouais, vous êtes les plus forts. Avec donc vous, Palestine-Israël, il y a une balance, les valeurs morales sont en train vraiment d'être encaissées. C'est pour ça que je t'ai fait le parallèle. C'est juste qu'Israël, c'est nos alliés, et les Palestiniens non. Voilà. Et du coup, on va défendre nos alliés. Mais que ça commence lentement à vaciller dans ce soutien, mais que dès qu'un pays... Vaciller léger, c'est léger. Hier, les Anglais, ils ont fait une sorte d'annonce tonitruante. Ils ont dit on va revoir les pourparlers pour revoir là les accords d'échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et Israël. C'est des euphémismes, ils y vont mollo, ils y vont très lentement, parce que, mais en même temps, il y a le peuple et il y a une réalité, tu vois, c'est que il commence à y avoir un changement dans les manifestations, et de nouveau, peut-être que je suis complètement biaisé parce que je vois dans les manifestations en Belgique, c'est plus des Arabes d'origine marocaine ou algérienne qui manifestent. Non, mais bien sûr que c'est fini ça, c'est des vieux, c'est des retraités, c'est des jeunes, c'est des blancs, c'est des bourgeois. Il y a dans l'opinion publique, il semblerait, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas de données suffisamment concrètes, ou en tout cas médiatisées, qui permettent de capter réellement quelle est l'opinion publique autour de ce qui se passe. Mais il semblerait qu'il y ait une majorité qui soit... Pour moi, le peuple, aujourd'hui, et j'en fais partie, on a une marge de manœuvre assez limitée. Et encore une fois, c'est pas nouveau. C'est juste que si on arrête d'acheter des produits ou des trucs genre, ça a marché sur Tesla. Ça prend Tesla par les roubignoles, tu vois. Le mec qui fait un salut nazi, dans les semaines qui découlent, les ventes de Tesla chutent. Oui, mais tu sais combien il a signé de contrats avec l'État américain? Lui, il s'en fout, c'est peanuts, les achats par des individus. Si lui, il peut signer pour SpaceX, prendre tous les contrats de aérospatiale américaine, demain, il peut signer des Cybertrucks pour toute la police américaine. C'est un peu... Oui, ça chute, mais c'est rien pour lui. C'est comme si, je sais pas, tu perds 20 abonnés et tu en as 2 milliards. C'est pas... Il récupère à côté, parce que c'est les too big to fail. C'est-à-dire il y a des gens qui sont dans des positions, de par leur intégration dans le système, ils vont pas perdre. Pourquoi est-ce qu'on a le fils de Sarkozy à la télé toute la journée? C'est ça, quoi. Il a rien prouvé, le mec, et on le voit à la télévision, normal, quoi. Parce qu'on est des animaux sociaux, donc Sarkozy, il a des connexions dans les médias, et et puis c'est un nom qu'on connaît. Il peut s'arranger pour arriver. C'est comme ça qu'on a eu Clinton et Clinton, qu'on a eu Bush et Bush. Encore une fois, c'est une question de récit. Ça a toujours été comme ça. C'est juste que maintenant, les cartes sont sur table. Et pour revenir à ta question sur les gens qui vont manifester de plus en plus, et c'est très bien, et bien sûr, mais les gens, ils n'arrivaient pas à agir sur quelque chose qui est de leur propre vie. C'est-à-dire, je sais pas, fumer en intérieur, c'est nous, c'est pas les Gazaouis. On a mis je sais pas combien de temps pour avoir une loi qui devrait être vraiment qui devait aller de soi. Évidemment qu'on ne peut pas se fumer en intérieur quand il y a des enfants, quand il y a des jeunes qui ont des problèmes d'asthme. Ça a été long, ça a été lent. Ça a été hyper lent et ça nous touche à nous. Les pesticides, donc, tout, et encore, combien ça va être lent quand ça touche des Gazaouis et qu'on ne voit pas, ce que tu me traduis là, c'est que tant que ce sont des gens qui n'ont pas de capacité en énergie, en puissance, en argent, qui sont impactés, qui sont victimes, ça ne changera pas grand-chose. Et pourquoi c'était mieux avant, quand je dis avant, c'était il y a quelques décennies, mais pas avant, genre machin, c'est parce que on avait créé des lois qui essayaient, en tout cas dans l'idée, de rééquilibrer le jeu. Et ces lois, petit à petit, ont été érodées. C'est-à-dire il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi, que tu pourrais peut-être inviter, qui peuvent te dire, genre, cette année, cette loi a sauté, 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 cette année, cette loi a sauté. Et donc le jeu est redevenu inéquitable. Le but, c'est pas qu'on soit tous égaux, ça ne marche pas. Évidemment qu'il va y avoir des riches, des moins riches, des pauvres, mais l'écart... Il est effroyable.
C'est vrai que les pauvres aujourd'hui sont moins pauvres qu'avant. Bien sûr, mais Bien globalement, sûr. dans l'histoire Mais- de la civilisation, il y a des plus 400%. Il y a des zéros qui ont été Je pense rajoutés aux qu'on est- fortunes en je sais 10 plus ans. quelle chercheuse j'ai vu, elle disait qu'on est au plus grand écart potentiellement de l'histoire de l'humanité. Et oui, non, mais C'est- je pense qu'on est tombé sur peut-être le. Dans les années mêmes trucs. 90, il faut que je la retrouve. Dans les années 90, elle disait il y avait 0 personne qui avait 100 milliards. Et aujourd'hui, ils sont Mais genre les- une cinquantaine. Les millionnaires et les milliardaires étaient taxés à 91% après la Deuxième Guerre mondiale, pendant que dans le gouvernement Truman, qui pourtant était en mode allez les gars, on Ouais, lance on l'économie et tout. cravache, quoi. Tu vois, et c'est quand même ça qui est dingue. Mais maintenant, tu vois, moi j'ai l'impression qu'on a. C'est très complexe parce que on a ces infos qui nous touchent, qu'on voit. Je suis abonné à beaucoup de comptes. Effectivement, il y a le Nord Kivu dont on parle pas trop. Voire quasiment pas. Le M23 a repris des forces grâce à Kagame, je vais pas dire grâce aux Rwandais, qui aussi ont un dictateur à leur tête et ils peuvent pas dire grand chose. C'est Kagame qui décide, qui est extrêmement soutenu par des puissances extérieures. Ces minerais-là sont stratégiques dans la transition énergétique. Ça fait des minerais de sang. Le Congo, ça vacille beaucoup. C'est vraiment, il y a des viols. Enfin, c'est très horrible ce qui se passe là-bas. On parle de millions de morts et de millions de déplacés. Je pense que peu de gens en fait ont conscience que ce qui se passe là-bas est effroyable et à la hauteur d'un Gaza ou autre. Et attention, avec des contextes différents et des desiderata différents. Tu l'as dit, le Darfour, et que ça se passe un petit peu partout. On a compris que les faibles sont ceux qui encaissent. Mais maintenant, aujourd'hui, par rapport à comment est-ce que nous on perçoit l'information, comment est-ce que nous on fonctionne avec ça, moi avec les sujets que je creuse, j'ai l'impression d'assister, et c'est peut-être un biais parce que je creuse par les documents, par les dossiers, par les rapports, par les, je veux dire l'Europe est le continent qui se réchauffe 2 fois plus vite, on voit les déstabilisations climatiques, on commence à l'épuisement des ressources. Je ne sais pas si je suis biaisé, t'es la meilleure personne par rapport à ça, mais j'ai l'impression d'assister littéralement à l'effondrement de notre civilisation devant mes yeux ébahis, avec des gens qui ne savent plus quoi croire. On dit tout et n'importe quoi. On s'attache à la première personne qui dit des énormités, qui dit des trucs qui sont absolument et que la capacité, Des notre énormités capacité qui nous arrangent. et Pas notre juste des capacité, énormités. notre méthodologie pour aller vérifier l'information est de plus en plus floue. Les réseaux sociaux ne fonctionnent plus avec des méthodes de recherche, mais fonctionnent sur de la suggestion. Aujourd'hui, c'est devenu flemme et de la paresse d'aller chercher ton contenu, on te l'affiche. Sur TikTok, sur YouTube, on en fait partie, où on va te mettre directement ce qui va te convenir et que tu es dans la mesure, tu es mesuré à la précision même qu'on se dit, il y a autant de pourcentage de chances que si on lui met cette vidéo avec cette miniature, nous, l'algorithme YouTube, aujourd'hui des IA, on a autant de chances quasi que tel type de personne avec tel profil va cliquer, va rester plus longtemps. Et comment avoir un sens critique? J'ai l'impression qu'on assiste vraiment à perte cognitive, le sens perte de tout. critique, c'est pas un effort personnel. C'est une création d'un environnement qui promouvoit le raisonnement critique. Tout le raisonnement, il y a un chercheur que j'aime beaucoup, il s'appelle Nicolas Martin, il a écrit un article dont le titre est très bien trouvé, je pense, il dit qui est genre « Tout l'esprit critique du monde ne suffira pas ». Ce mythe, aussi bien pour les puissants, pour les faits machin, du solutionnisme par l'individu, par l'effort individuel, est un mythe. Je bosse sur le raisonnement critique depuis 20 ans, je bosse sur les biais, j'en ai bouffé à gauche, à droite, machin. J'ai pas un raisonnement critique meilleur qu'autrui quand je suis happé par du doom scrolling. L'esprit critique, c'est premièrement et avant tout des moyens d'agentivité et des organisations sociales qui le promeuvent. Donc une diversification de l'information, des opinions et des contre-arguments. Sur un plateau télé, ce qui est de Sur plus un en plus plateau rare. télé, d'avoir des gens qui apportent un contre-argument. Une transparence sur les conflits d'intérêts. Une interdiction d'une accumulation excessive des richesses qui vont être utilisées pour influencer. Parce qu'on oublie pourquoi tu veux les interdire d'accumuler de la richesse. S'ils sont en train d'accumuler de la richesse pour aller, je sais pas, se baigner quelque part, ok, ils sont en train d'utiliser cet argent pour créer de l'influence. Donc pour manipuler la qualité informationnelle. Pour maintenir. Pour maintenir, pour etc. On parlait tout à l'heure, désolé, je reviens sur le truc, la situation catastrophique à Gaza. Mais les otages, évidemment qu'il faut rendre les otages. Mais le gouvernement israélien, il n'en a rien à foutre. Non. Tous les otages qui ont été libérés jusqu'à maintenant, la majorité en tout cas, parce qu'il y a des gens qui vont dire non, il y en a un machin, ont été faites par des négociations. Du coup, si vous voulez libérer les otages, négociez. Et après, voyez ce que vous allez faire avec le Hamas, mais sortez vos propres gens dedans. Mais ils s'en foutent.
Et ça aussi, parce que dès que tu parles de Gaza, on dit mais tu n'as pas eu un mot pour les otages. Mais en fait, c'est le gouvernement israélien, par ses actions, n'a aucune action pour les otages. Donc il y a des conditions à créer pour promouvoir un esprit critique. Ces conditions aujourd'hui sont malmenées quasiment à tous les étages, dans la diversification de l'impact informationnel, dans la monopolisation des ressources, dans la représentativité. Je reviens encore sur Gaza, je tombe vraiment sur un mauvais jour, mais voilà. Fais-toi plaisir. J'ai plein de potes qui habitent là-bas et tout, machin, tout. J'ai vu je ne sais pas combien d'émissions sur Gaza. Je ne sais pas combien d'émissions sur Gaza sur les plateaux télé françaises. Je pense que j'ai vu une seule fois un Palestinien sur le plateau. Donc tu veux... Alors qu'ils sont là, les Palestiniens, je veux dire, oui, j'en connais moi, une je leur vingtaine. donne une liste de... Oui, bah moi aussi. Oui, bien sûr qu'ils sont là. Comment tu es en train de parler? Il ramène un expert sur la Palestine. Il lit pas l'arabe. Il lit pas l'hébreu. Il y a jamais mis les pieds. Et à côté, genre à 200 mètres dans l'immeuble en face, il y a un Palestinien et un Juif probablement. Qui ont vécu le truc Qui ont vécu le truc. Ramener des gens qui sont concernés. Si tu veux de l'esprit critique, ramène des gens qui savent. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est ces conditions, pas l'effort individuel. L'effort individuel, bien sûr qu'il joue un rôle. Il faut une bonne éducation, il faut apprendre, c'est quoi, un contrôle métacognitif, connaître les biais, connaître machin. Mais ce qui va jouer beaucoup plus, c'est les conditions dans lesquelles la réflexion se fait. Et c'est la même chose pour le réchauffement climatique. Ça s'appelle les enabling conditions dans les, je sais plus comment ça s'appelle, les rapports du GIEC. Je sais plus quelle phrase j'avais utilisée et Thomas Wagner, bon pote, m'a tapé sur les doigts. Il m'a dit non, c'est pas ça la phrase. Et je l'ai changé, mais j'ai oublié. C'était quoi, dans un article que tu as fait pour lui? Non, dans mon livre. Non, dans ton livre. Il m'a envoyé un texto, il m'a dit, je sais plus c'était quoi, le GIEC fait pas de rapport, j'avais utilisé un mauvais mot. Donc Thomas, tu me corrigeras à nouveau, merci beaucoup pour ça. Ils disent, we need enabling conditions, il y a des conditions facilitantes qui doivent être mises à l'œuvre pour qu'on puisse avoir des comportements plus respectueux des limites planétaires et du réchauffement climatique. C'est la même chose pour le raisonnement critique, ce truc dont on va faire l'effort individuel de lutter contre Zuckerberg et Bezos, c'est de la folie. Et donc, il faut qu'il y ait des conséquences. Accountability. Si tu mens sur un fait, ta responsabilité. Il y a une responsabilité. Didier Raoult, il ment sur des choses, eh ben, il y a une responsabilité de l'ordre des médecins. Un journaliste ment, il ne se passe rien. Un journaliste dit la vérité, comme Apathy, il est mis à pied. Un humoriste fait une blague, comme Guillaume Meurice, il se fait renvoyer. Et donc, c'est ces conditions, moi, qui m'intéressent. Beaucoup plus. Même si je fais des confs pour des individus, j'écris des livres sur le raisonnement critique, machin. En tant que citoyen, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je peux lutter pour recréer des conditions propices au dissensus acceptable. Et comment ça Parce que moi, je ne veux pas de consensus. Je trouve le consensus complètement inintéressant. Je pense qu'une des idées les plus dangereuses, c'est de se dire, si tout le monde pensait comme moi, le monde serait mieux. Catastrophique. Je veux un dissensus acceptable, qu'on se dise, je ne sais pas, ce qui est en train d'arriver à Gaza et ce qui est arrivé le 7 octobre, c'est inacceptable, mais on n'est pas d'accord sur comment faire en sorte pour que ça ne se reproduise plus. Très bien. Très bien. Mais on ne peut pas être sur une sorte de déni du socle commun de réalité où des gens disent à Gaza, c'est une guerre comme une autre, il ne se passe rien de particulier. Et puis, la guerre, ça fait des morts, c'est triste. Alors, ça fait des morts, et le 7 octobre, oui, bon, c'est un acte de résistance, c'est comme ça. Non, c'est pas un acte de résistance d'aller rentrer dans la maison des gens et de leur tirer dessus, indépendamment de ce que le gouvernement de ces gens a fait avec vous. C'est inacceptable. Et donc, comment est-ce qu'on va recréer des dissensus acceptables, comme c'était le cas dans une période un peu de panacée, on va dire, entre les années 70, je pense, je ne suis pas né, mais de ce que je lis dans les livres, les années 60-70 jusqu'au 11 septembre, en gros. Tu étais parti un peu en sucette et ça a commencé cette descente infernale vers une politique basée sur l'identité. Et comment est-ce que maintenant, moi, qui regarde éventuellement cette vidéo, n'importe quel individu, comment peut-il se débrouiller pour naviguer là-dedans et comment opérer un changement culturel? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est en cours aujourd'hui. Il faut qu'on se donne les moyens. Mais encore alors, une fois, on revient à la réalité matérielle. Mais on va regarder par quel moyen, parce que quand je te parle d'une réalité qui est en cours, c'est Bolloré, Sterrin, les milliardaires américains, Rupert Murdoch, pour le citer que lui, et tellement d'autres, et en Europe, Bernard Arnault, Musk, exactement, avec X, tout ce que tu veux, qui ont clairement décidé, qui croient dans le néolibéralisme, qui croient dans leurs valeurs
très... Ils croient dans leur supériorité aussi. Ils croient dans leur supériorité et il y a dans le cas de Musk en tout cas, et je pense que c'est avéré puisqu'il a été soutenu par ces franges racistes aussi aux États-Unis, il y a de la white supremacy. Non, mais Musk, clairement, il dit que toutes les races sont pas égales. Voilà, il a dit et il est soutenu par les suprémacistes blancs il a apporté qui sont sur les réseaux. Il a accepté des réfugiés blancs d'Afrique du Sud parce qu'ils sont en train de vivre un massacre, je sais pas si tu as vu ça. Oui. Ils ont reçu genre 500... Enfin, un massacre. Mettons des guillemets, parce que... Non, c'est ce qu'ils disent, eux. C'est ce qu'eux, ils disent. Rien, hein. Je mets des grosses guillemets parce qu'en fait... Il a mis sur Twitter la photo d'un shot aérien de croix en Afrique du Sud et il dit « Regardez tous les machins », alors que ces croix, c'est pas que des victimes blanches. Oui, non, c'est de genre, je sais plus quel événement en Afrique du Sud. Exactement. C'est des tombes. Et on utilise beaucoup sur 2-3 villes désindustrialisées où il y a des blancs exceptionnellement. Oui, il a réussi à faire en sorte que le gouvernement américain les accepte en statut de réfugiés. C'est ouf, voilà. Donc, exactement. Mais donc, on a compris qu'il y a de la suprématie blanche, on a compris qu'il y a vraiment aussi cette volonté de protéger un système économique délétère qui ne peut plus durer, qui a, je veux dire, rapport Meadows le dit très très clairement et toutes les analyses qui ont lieu derrière, il ne peut pas durer, on ne peut pas se reposer sur cette volonté d'aller chercher. Et eux, c'est tous les porte-étendards de ce système de bon, on va les miner là-bas, on va les prendre là-bas, on va appliquer ce qu'on veut. Et de toute façon, c'est la faute aux Noirs, c'est la faute aux Arabes, c'est comme ça. Et puis, c'est une guerre de civilisation. Bref, tous les termes qui sont utilisés parce qu'on a la sensation qu'on arrive à l'émergence, à l'éruption cutanée d'un système qui meurt, d'un capitalisme zombifié en quelque sorte. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais sauf qu'on doit s'armer. Nous, sur Limite, on essaye de s'armer le mieux possible, avec de l'info, avec de la cohérence. C'est pour ça qu'on t'invite, c'est pour ça qu'on invite plein de gens pour mieux nous comprendre, mieux comprendre dans quoi on baigne. Parce que de l'autre côté, nous, notre budget, c'est les gens qui nous le donnent. C'est Tipeee qui nous permet de vivre. Et on est de loin pas du tout capable de concurrencer un CNews, de concurrencer du bullshit. Comment est-ce qu'on s'organise là-dedans ? Dans l'histoire de l'humanité, on a eu deux outils principaux pour s'organiser. Soit avoir autant d'argent qu'eux, ce qui va être très compliqué. Oui. Soit de se fédérer ensemble et de faire des lois. Il n'y a pas de solution magique. Encore une fois, je reprends l'exemple de la clope. On a fait des campagnes, on a fait de l'éducation, on a fait de la pédagogie. Ça avait quasiment zéro impact sur le nombre de nouveaux fumeurs, à toutes les tranches d'âge. On a fait deux lois. Une loi qui a augmenté le tarif de dingue. Et une autre loi qui a interdit de fumer en intérieur. Rien que le fait d'ajouter cette couche de friction. Dire putain, il caille, il pleut, ok, je vais pas fumer. Les enfants voyaient moins leurs parents fumer parce que le papa, il n'allait pas descendre fumer sa clope chaque 2 minutes, donc il disait ok, je vais pas fumer. On a interdit les pubs à la Formule 1, je sais pas si... Si, en Belgique aussi, on l'a vécu, bien sûr. Partout, tous les gros Marlboro et tout. Machin, interdit, on a machin. Moins de fumeurs. Sur les 10 dernières années, pour la première fois de je ne sais plus combien de temps. Couche d'ozone. Trouer la couche d'ozone. Seule fois peut-être de l'histoire de l'humanité. Enfin, c'est pas la seule, hein, j'exagère. Les différents producteurs, ils disent, on a découvert que ces CFC, c'est un peu de la merde. On va faire une loi. On va interdire les CFC dans tous les déodorants, tous les aérosols. La couche d'ozone se répare. Il y a pas, encore une fois, je peux pas venir. Parce qu'il y avait un avantage industriel aussi à changer, c'était possible de changer l'élément C, carbone, oui, du tout mais le regarde, système. Moi, je fais partie de ceux qui ont travaillé sur le télétravail avant Covid. Toutes les boîtes disaient, c'est pas possible. Ah, ça c'est vrai, t'as totalement raison. C'est pas possible. Ou le 4 jours semaine, c'est pas possible. Petit virus. 2 semaines plus tard, tout le monde était en état de marche. Et ça a continué encore aujourd'hui. Ça continue encore aujourd'hui, ils essayent de revenir en arrière. Mais tu vois, c'est très facile de dire c'est pas possible jusqu'à ce qu'on soit obligé. Et là, boum, on trouve un moyen. Oui, non, je pense que Bruxelles est passé par la même chose. Un piétonnier à Bruxelles, c'est pas possible, jamais ça va être accepté, ça va être la chute des commerces. Non. Il y a eu des changements, il y a eu des commerces, certains types de commerces qui n'ont pas tenu, d'autres qui ont été florissants. Hidalgo, on va faire les quais piétonnes, on va faire le canal Saint-Martin piéton. Ça va pas marcher. Les embouteillages, ça va être la folie. Rue Rivoli interdit aux voitures. Et après, ça devient, c'est ça. Et puis ça devient le nouveau normal. normal. Et là, on découvre que l'air à Paris est 2 fois plus propre qu'il y a juste que ne serait-ce que 10 ans. Et que ça va, quoi. Oui, c'est compliqué si tu travailles dans la livraison, oui, c'était compliqué si tu avais un vélo avant, tu vois. Donc, c'est compliqué pour quelqu'un, pas pour une autre. Mais ça, c'est des dissensus acceptables. C'est comme ça que c'est supposé être. Tout le but de faire société ensemble, c'est de ne pas être d'accord, d'avoir plusieurs opinions, mais qu'on accepte de continuer à faire société ensemble. Aujourd'hui, on est en train de tout faire. Et quand je dis tout, c'est-à-dire aussi bien les gens que tu as cités, les Bolloré, les machins, mais aussi des prédicateurs islamistes, parce qu'ils existent aussi. C'est pas dire, les islamistes, c'est des gentils. Évidemment qu'il y a des prédicateurs islamistes qui sont en train d'essayer de faire de l'entrisme.
Mais on est en train de les aider. Parce qu'on leur donne le bâton pour se faire battre en stigmatisant tout le monde, etc., etc. Ça donne pas envie aux gens de venir nous écouter. C'est un peu comme des gens qui étaient un peu méfiants envers les vaccins parce qu'ils avaient peur pour raison X et Y et on s'est foutu de leur gueule et donc ils sont allés rejoindre Thierry Casanovas, ils sont allés rejoindre, comment il s'appelle l'autre, Fouché, machin, et on a empiré leur situation 100 000 fois. Il faut faire ce travail d'autocritique, se dire mais est-ce qu'on n'a pas contribué à ça, nous ? Est-ce qu'on n'a pas contribué, nous, à rendre le recrutement pour le futur Hamas ou n'importe quelle structure plus facile en disant tout Gaza, c'est des salauds qu'il faut tuer? Est-ce qu'on n'a pas rendu la tâche à Bolloré d'acheter plus facilement les choses en développant des produits où tout est gratuit? Et donc plus personne ne veut payer pour rien. Et donc les journaux ont du mal à subsister. Ils doivent mettre tapis sous le paillasson. Il y a un mec, il a des milliards. Il dit, moi je te rachète. Moi je te rachète. Et à perte, parce que il s'en fout. Bien sûr que tu t'en fous. Bien sûr que tu t'en fous. Et du coup, comment est-ce qu'on revient à cette notion de conditions? Et donc les conditions, soit on l'a fait en se fédérant en groupe, en ayant plus d'argent, mais j'y crois pas du tout, parce que pour y arriver... Non, parce que de toute façon, pour y arriver, tu vas changer et tu vas te pervertir petit à petit. En tout cas, en général, c'est comme ça que ça se passe. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on refuse de vendre limite jusqu'à maintenant. Voilà. De vendre quoi? Vendre limite. On refuse. On va tenir. Bon, franchement, j'espère le plus longtemps possible, hein, vraiment. Mais alors, mais si demain, limite, par exemple, je sais pas, imagine, il n'y a pas de Tipeee et à un moment, tu peux plus. Tu peux plus. Ouais. Et du coup, il faut créer les conditions nécessaires pour qu'on puisse encore. Et ça passe soit par le groupe, soit par les lois. C'est ça, parce que nous, c'est la réalité algorithmique. On a des sujets qui sont considérés comme politiques. Et tu n'as pas d'action, toi, sur la réalité algorithmique, tu n'as aucune agentivité dessus. Non. Mais on peut faire une loi qui dit, vous êtes obligé d'expliquer comment ça marche, ce truc. Mais alors, pour faire une loi, il faut que tu touches l'opinion publique. Ouais. Il faut que l'opinion publique, si elle existe, mais il faut que tu touches les gens. Ouais. Et à partir du moment où tu dois toucher les gens, il faut des capacités d'influence. Ouais. Comment, dans un monde où les médias sont tenus par les milliardaires, qui envoient un courant de pensée, qui, honnêtement, j'ai l'impression, va titiller la polarisation qui peut être intrinsèque à certains êtres humains en mode « Ah oui, ce groupe », qui crée de l'audience parce que les gens regardent et donc ça fait un effet de boule de neige. Et les autres médias, on va dire, qui sont un peu plus tranquilles, un peu moins polarisés, pourraient avoir à leur tête, à un moment donné, une sorte de personne qui va enclencher une polarisation, ce qui se produit. Parce qu'il y a des termes... Tu peux pas. En général, ces rapports de force sont inversés en situation de crise, quand c'est la merde. Moi, je pense que pour le moment, on est en train de perdre. Mm-hmm. Moi, ce qui, m'anime, c'est comment est-ce que je vais faire en sorte pour préparer des situations pour que s'il y a une ouverture à un moment, on puisse s'immiscer dans la brèche. Mais pour le moment... Et c'est très difficile pour moi, parce que aussi bien dans mon pays originel, le Liban, la fenêtre d'action, d'ouverture pour une action est pour le moment fermée, c'est verrouillé. Et je pense qu'en Occident, pour le moment, c'est relativement verrouillé aussi. Comment est-ce qu'on fait pour... Il y a tout le temps des moments de brèche, d'ouverture. Je sais pas, imagine Bolloré crève, et ses héritiers se disputent entre eux. Guerre d'héritage, histoire vieille comme le temps. Peut-être une brèche. Au Liban, on a un monsieur qui s'appelle Nabih Berri. Il est président du Parlement depuis avant les dinosaures. À un moment, il va devoir clamser. Il y aura peut-être une brèche. Poutine aussi. Poutine, peut-être qu'il y aura une brèche pour la Russie. Trump, d'autres. Non, Trump, c'est un peu différent. Les États-Unis, leur problème n'est pas un problème de personne. C'est vrai. C'est un problème plus de système. C'est vrai. Et nous aussi, c'est un problème plus de système que de personne. Mais bon, il y a des personnes qui sont plus influentes que d'autres. Et donc, il y aura des moments de bascule, il y a des moments de bascule, des et il faut ouvertures. qu'on se fédère pour attendre quand il y a ces ouvertures, qu'on puisse se faufiler dedans, et après refaire des lois qui ont été défaites et s'assurer de comment est-ce qu'on fait pour en sorte que ces lois ne soient pas défaites. Parce qu'une étude est sortie, je crois que c'est 89% des gens sont prêts pour une action climatique, et étrangement, ça c'est peut-être un biais psychologique que tu pourras expliquer, ces mêmes personnes qui ont été interrogées, donc c'est 89% qui disent oui, il faut clairement faire quelque chose. Quand on leur demande, oui, mais d'après vous, est-ce que la société est prête à ça? Ils estiment que seuls 43% des gens seraient prêts à ça. Ouais. Ça, c'est très drôle. C'est un biais qui c'est un truc qu'on fait souvent. C'est dans des confs, je dis, qui ici estime qu'il conduit mieux que la moyenne des gens? Et c'est tout le temps plus que la moyenne de la salle, plus que la moitié de la salle qui lève la main. C'est un peu le même concept, tu vois. Mais donc, c'est-à-dire qu'il y a des attentes. Maintenant, il faut... C'est un peu comme les réseaux sociaux. Tu demandes aux jeunes, est-ce que vous préférez une société sans réseaux sociaux? Et que la majorité disent oui, si c'est inaccessible pour tout le monde. Mais je veux pas être le seul connard
Qui peut pas avoir accès. Qui n'a pas accès, et tous les autres sont en train de faire la danse TikTok, et moi je suis là en train de les regarder et je sais pas c'est quoi. Donc je veux pas que mes parents m'interdisent les réseaux sociaux, mais si vous avez un moyen pour que tous, on n'ait pas accès aux réseaux sociaux, nous on est preneurs. Donc c'est une question aussi d'équité. Mais alors du coup, dans cette mise en action, dans ces brèches, il faut continuer à communiquer, il faut continuer à faire en sorte que les gens sachent quels sont les vrais un peu problèmes. Ce que tu fais avec Limite, un peu ce que Bon Pote fait avec son site, un peu ce que fait les gens qui essayent de recréer de la cohérence, en sachant que je parle tout ça sous le contrôle du fait que moi je pense, pour moi c'est souhaitable qu'il y ait plus d'égalité dans le monde, etc. Il y a des gens qui vont venir dire, moi pour moi c'est pas souhaitable. Et le dissensus acceptable. Le dissensus acceptable. Moi, c'est tout ce que je demande. C'est un dissensus acceptable, et c'est pas moi je le demande en tant qu'Albert, parce que en tant qu'espèce sociale, c'est ça qui fait qu'on a le meilleur trade-off entre une bonne qualité de vie, une bonne agentivité, de bonnes conditions de vie, etc. C'est-à-dire, je veux un dissensus acceptable, pas parce que moi, Albert, je le souhaite, parce que c'est ce qui semble être le mieux pour un groupe d'humains, pour que tout le monde puisse vivre sa vie. Moi, je suis quelqu'un, je crois qu'il n'y a rien après la mort. Et donc, pour moi, c'est important que chaque amas d'atomes qui s'organise sous la forme d'un humain ait la chance de vivre sa vie avec le plus d'agentivité que possible. C'est-à-dire le plus de marge d'action où je peux choisir comment je suis en train de vivre ma vie. Avec quelle phrase, avec quel mot, de quelle manière est-ce que je peux faire en sorte de capter l'attention de quelqu'un par rapport à ces sujets? Et ça, c'est quelque chose qui est important, à mon avis, pour toute personne, que ce soit un père de famille. Si sur les réseaux sociaux, il faut que malheureusement, ça dépend du bien vouloir de l'algorithme. De l'algorithme, on est d'accord, mais on va dire même dans la vie de tous les jours, parce que moi, je sais pas, même moi, je parle de moi, mais c'est plus pour les gens qui nous regardent. De parler avec les gens de trucs qui les touchent et de leur faire voir quand des trucs ne les touchent pas. C'est-à-dire, parfois, il y a des gens qui m'insultent sur les réseaux, sur des sujets qui clairement n'ont rien à voir avec eux, tu vois. Juste parce qu'ils ont décidé, parce qu'on leur en a parlé pendant des heures et 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 des heures. Tu vois, l'exemple du voile est hyper illustratif, ce truc. Parfois, je suis en train de faire des confs, je sais pas, dans des villes ou dans des petits villages, dans des petits bourgs, je sais pas où en France, où il n'y a pas de personnes voilées à 200 km à la ronde. Oui, que je n'en ai peut-être pas vu depuis un mois ou 2 mois. Mais ils ne veulent pas le voile dans le sport. Donc la première chose, c'est de demander à la personne, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important dans ta vie quotidienne ou pour toi, dans tes principes de vie? Si c'est oui, tant mieux. Et la deuxième, c'est de lui parler, c'est 2 stratégies indépendantes, de leur parler sur des choses qui sont importantes pour eux. Il faut que tu te dises, c'est important pour moi, sinon tu t'y intéresses pas. Donc comment est-ce que tu montres à quelqu'un que... Parce que la chaîne causale est très diffuse et complexe, mais comment tu montres à quelqu'un que ce truc a un impact direct, néfaste sur ta vie? C'était très clair. Merci Albert. Écoute, je ne m'attendais pas du tout à parler de tout ça. Je suis presque à 2 doigts de te dire, il ne faut pas que tu mettes ça en ligne, mais... Écoute, non, c'est pas trop tard, je te l'enverrai, tu me diras. J'aime tu seras à froid et là tu vas dire, oh non, on la diffuse pas et tout. Non, mais j'aime pas parler de ces sujets, parce que moi, quand j'en parle, en fait, je vais illustrer une idée qui vient de mes connaissances. Encore une fois, j'essaie vraiment de ne pas parler de sujets que je n'ai pas étudiés d'un point de vue quasiment académique. Et quand on parle de ces sujets de polarisation, de démocratie, de formation d'opinion, de différence entre croyances et connaissances, entre intention et action et tout ça, souvent, et les gens peuvent aller vérifier, j'ai utilisé des exemples, des illustrations qui sont non polarisantes, voire qui n'existent pas. Je vais dire, je sais pas, des Schtroumpfs décident de faire la guerre contre là, il y a des stickers hyper cool sur ton écran, entre les Saiyans et les Schtroumpfs, tu vois. Et je vais dire, les Schtroumpfs font ci, les Schtroumpfs font ça, parce que le but, c'est pas de lever les défenses, c'est d'expliquer un concept lié aux sciences cognitives derrière. Et aujourd'hui, je pense que le week-end et les quelques derniers jours ont été très difficiles pour des gens qui sont assez proches de moi, et pour moi aussi. Et je donnais des exemples sur des sujets qui, je sais, réduisent la persuasion possible de mon propos, mais j'ai trop de somme pour me faire du souci sur ça. Voilà. Merci Albert. Merci Vince. Code 9. Écoute. Quoi de neuf que des choses positives malgré tout? J'espère. J'y crois pas trop, mais j'espère. Ah, regarde-moi ça. N'hésitez pas à liker,
commentez, parce que c'était vraiment extrêmement enrichissant. On va se retrouver, parce qu'avec toi, j'aime bien. Écoute, quand tu veux, fonction juste du mood. la prochaine fois, j'essaierai de me préparer mentalement pour. Ouais, il n'y a aucun Non, souci. parce que là, je sais qu'il y a des choses que j'ai dit qui vont être inaudibles à cause des exemples que j'ai donnés, mais c'est comme ça. C'est la life. C'est la life. Et dites-nous en commentaire, il n'y a aucun souci. Podcast, Moi, parfois, je vais être moins bon. non, mais tu as été très bon, je trouve. Et c'est bien parce que peut-être que quand tu dis inaudible, ça veut peut-être dire que tu vas toucher une corde sensible chez des gens. Et je pense que c'est le but de Limite. On est là pour, non pas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais pour leur dire certaines réalités, même si elles sont dures à entendre, qui doivent vous motiver. Mes réalités sur certains sujets, avec des concepts éclairés par d'autres choses. Je n'ai pas beaucoup parlé ou peut-être explicité ces concepts, mais encore une fois, c'était quelques jours assez. Je comprends. Et j'ai l'impression d'avoir été ton psychanalyste aujourd'hui. Psychologue, pas psychanalyste de grâce. Ton psychologue. Ouais. Allez, likez, commentez, abonnez-vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Limite. Et merci à tous d'avoir écouté et regardé jusqu'ici.